Les hivers parisiens ont une manière de s'insinuer jusque dans les os, surtout quand on se retrouve dans un bureau faiblement éclairé à 2 heures du matin, les yeux rivés sur des tableaux Excel qui ne font que confirmer ce que l'on sait déjà, votre entreprise est en train de dépérir. J'étais chez Martin et Dupont Digital depuis un peu moins de 5 ans, observant notre part de marché diminuer mois après mois. Ce soir de février, alors que la neige s'accumulait contre les vitres de notre bureau du centre-ville, ressemblait à un véritable creux du gouffre. « Michel, tu devrais rentrer chez toi », dit Sarah, notre responsable financière, en ramassant son manteau. « Ces chiffres ne s'amélioreront pas d'eux-mêmes demain. » Mais je ne pouvais pas partir. Pas encore. Quelque chose dans le désespoir de cet instant m'avait étrangement éclairé. Notre entreprise avait commencé comme une petite agence de billetterie pour les théâtres et salles locales, avant d'être écrasée par des concurrents plus imposants, dotés de technologies supérieures et de moyens financiers bien plus importants. Nous perdions nos clients et notre capital s'amenuisait à vue d'œil. Juste un peu plus longtemps, dis-je, sans quitter mon ordinateur portable des yeux. Après le départ de Sarah, le bureau s'enfonça dans ce silence parfait de minuit qui laisse vagabonder l'esprit. Je commençais à parcourir des centaines de plaintes de clients concernant notre site web bancal, des temps d'attente interminables et un processus de paiement trop compliqué. C'est alors que l'idée frappa, pas une simple amélioration, mais une réinvention totale de la manière dont les gens achètent leurs billets en ligne. Je saisis un bloc-notes et me mis à esquisser des idées pour un système qui révolutionnerait l'expérience d'achat. Au lever du jour, j'avais rempli 20 pages de notes, de schémas et d'extraits de code. Mes yeux brûlaient et mon dos me faisait souffrir, mais pour la première fois depuis des mois, j'éprouvais ce qui m'avait cruellement manqué, l'espoir. Le lendemain matin, je me rendis d'un pas décidé dans le bureau de David Dupont, l'un des fondateurs qui daignait encore venir la plupart des jours. Son dynamisme d'antan avait cédé la place à l'air abattu de quelqu'un qui n'attendait que l'inévitable déclin. Et David, j'ai besoin de 2 développeurs, de 3 mois et d'une totale liberté pour créer quelque chose de nouveau, lui déclarai-je en déposant mon carnet sur son bureau. Il leva les yeux, visiblement agacé. « Michel, nous sommes à quelques semaines de devoir licencier la moitié de l'équipe. Nous n'avons pas les moyens pour des projets futiles. » Ce n'est pas un caprice, insistai-je en ouvrant mes notes. C'est notre sortie. Pendant l'heure qui suivit, je lui exposai ma vision d'une plateforme de billetterie en temps réel qui réduirait drastiquement les temps d'attente, intégrerait des fonctionnalités de planification sociale et utiliserait des algorithmes prédictifs pour aider les salles à maximiser leur affluence. À la fin de ma présentation, l'expression de David passa du scepticisme à une curiosité prudente. « Et tu crois vraiment pouvoir réaliser cela ?» demanda-t-il. « Je le sais, répondis-je. Après un long regard, il hocha la tête. « Prends Thomas et Alice de l'équipe de développement. Tu as 3 mois. » « Mais Michel, ajouta-t-il alors que je me levais, c'est le dernier coup. Si ça ne marche pas, c'en est fini. » Les 12 semaines qui suivirent furent un tourbillon de sessions de codage alimentées par la caféine. Nous accaparâmes la petite salle de conférence, recouvrant les murs de tableaux blancs remplis de parcours utilisateurs et d'architecture système. Thomas, un brillant développeur back-end toujours avide de boissons énergétiques, et Alice, notre spécialiste UX capable de repérer une interface maladroite à des kilomètres, comprirent rapidement ma vision et la développèrent avec ardeur. Nous travaillions sans relâche, dormant parfois sous nos bureaux plutôt que de perdre du temps à rentrer chez nous. Mon appartement à Montreuil se transforma en une zone poussiéreuse, tandis que ma petite amie Lisa cessa d'appeler après avoir vu annuler notre 4e soirée. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, le code prenait forme de manière éblouissante. « Il faut que tu vois ça », déclara Alice un soir, environ 6 semaines plus tard. Elle me présenta un prototype de notre interface utilisateur, montrant comment les clients pouvaient désormais visualiser précisément leur place, partager leurs plans avec des amis et finaliser leur achat en moins de 30 secondes. « C'est bien, dis-je, déjà en train de penser à la prochaine fonctionnalité. »« Bien ? C'est révolutionnaire », la corrigea-t-elle. J'ai travaillé pour 3 entreprises de billetterie et personne ne fait ça. Elle avait raison, mais je ne pouvais pas m'arrêter pour célébrer. Chaque jour où notre entreprise restait à flot était un sursis. À la 10e semaine, nous avions une version bêta fonctionnelle. Nous persuadâmes une petite salle locale, le Paradis,
de nous confier la billetterie d'un concert d'un groupe indépendant. Le soir du spectacle, rassemblés autour d'un écran dans notre « salle de guerre » improvisée, nous regardions le système traiter les transactions en temps réel. Première vente, annonça Thomas dès l'apparition de la notification. Puis une autre, et encore une. Au bout de la soirée, le concert affichait complet, une première pour le groupe, et notre système n'avait flanché nulle part. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté soudée des salles parisiennes. En quelques semaines, 3 autres établissements signèrent pour tester notre plateforme. Chaque succès créait un élan, et au bout de 3 mois, nous avions suffisamment de données pour montrer à David que nous tenions quelque chose de grand. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, lui dis-je en lui glissant le rapport sur le bureau. Satisfaction client en hausse de 87%. Temps de traitement réduit de 92%. Et des salles rapportant une augmentation moyenne de 22% de leurs ventes. David se pencha en arrière, un sourire se dessinant sur son visage pour la première fois depuis des mois. « Alors, de quoi as-tu besoin maintenant ?»« De tout, répondis-je. Nous devons accélérer notre développement. Les grands acteurs finiront par s'en rendre compte, mais pour l'instant, nous avons une longueur d'avance. » L'entreprise pivota presque du jour au lendemain. Notre ancien système de billetterie fut abandonné, et toutes les ressources furent consacrées à l'expansion de la nouvelle plateforme. Nous recrutâmes davantage de développeurs, améliorâmes nos serveurs et lançâmes une campagne agressive pour reconquérir nos anciens clients, tout en attirant de nouveaux. 3 mois plus tard, nous remportâmes notre premier gros client, l'Orchestre de Paris. 6 mois après, nous signâmes des contrats avec des salles réparties dans toute la France. Notre petite innovation alimentait désormais des millions d'euros de ventes de billets, et Martin et Dupont Digital n'étaient plus en phase terminale, l'entreprise prospérait. Un soir, presque un an après cette nuit désespérée d'hiver, je me retrouvais de nouveau tard au bureau. L'endroit avait changé, nous avions étendu nos locaux sur 2 étages, dotés de postes de travail modernes et d'une véritable salle de pause. Pourtant, j'aimais encore travailler après les heures de bureau, quand le lieu était calme et propice à la réflexion. Sarah apparut dans mon encadrement de porte, cette fois avec une bouteille de champagne et 2 verres à la main. « Je me suis dit que tu aimerais fêter ça dignement, » dit-elle. Nous venons de clore le trimestre. Nos résultats progressent de 340% d'une année sur l'autre. En trinquant, je fixai la ligne d'horizon de Paris, cette même vue qui avait été témoin de nos heures les plus sombres. L'entreprise avait été ramenée de l'abîme grâce à une idée née du désespoir, nourrie par la détermination et exécutée sans rien à perdre. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début d'un périple qui nous mènerait vers des horizons insoupçonnés et qui finirait par mettre à rude épreuve des liens plus forts que le seul monde des affaires. Ce qui avait commencé dans cette petite salle de conférence de Paris finit par dépasser l'enceinte même de notre bâtiment. 18 mois après le lancement de notre plateforme rebaptisée « Flux Billets », nous ne faisions plus que survivre, nous révolutionnions l'ensemble du secteur. Nos effectifs passèrent de 23 employés désespérés à plus de 200 passionnés. Nous emménagions dans un ancien entrepôt rénové à Courbevoie, avec ses murs en briques apparentes, ses bureaux debout et cette ambiance typique des startups technologiques qui attirent les jeunes talents tel un papillon de nuit vers la lumière. Les échos sont sur la ligne 2, annonça Jenny, notre nouvelle réceptionniste, alors que j'entrais dans le bureau un mardi matin. Et le PDG de Live Nation a déjà appelé 3 fois. C'était devenu la nouvelle norme. Les grands acteurs cherchaient soit à s'associer avec nous, soit à comprendre comment nous avions réussi à capter autant de parts de marché si rapidement. La réponse était simple, nous avions bâti quelque chose qui résolvait réellement des problèmes, plutôt que de simplement numériser des processus déjà défaillants. Dites-leur que je rappellerai après la réunion d'équipe, répondis-je, en me dirigeant vers la salle de conférence vitrée où l'équipe originelle Thomas, Alice et 10 autres personnes désormais attendaient. David Dupont, paraissant 10 ans plus jeune qu'à l'époque de notre crise, se tenait devant le tableau blanc. Michel. Timing parfait. Nous venions justement de passer en revue les chiffres trimestriels. Il désigna la projection sur le mur, 126 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le trimestre, avec une projection de plus de 500 millions pour l'année. Des marges bénéficiaires supérieures à 40%. Une croissance mensuelle des utilisateurs de 23%.
Ces chiffres n'étaient pas seulement bons, c'étaient des chiffres dignes d'une licorne de la Silicon Valley. Pas mal pour une entreprise qui était au bord du gouffre il y a 2 ans, lança David en me tapotant l'épaule. La salle éclata en acclamations. J'aurais dû ressentir de la joie, mais au lieu de cela, un étrange détachement m'envahit. Le succès était arrivé si vite que je n'avais guère le temps d'en saisir l'ampleur. Après la réunion, je me retirai dans mon bureau, un petit coin avec des fenêtres que je n'osais plus vraiment regarder. Sur mon bureau trônait le vieux bloc-notes où j'avais griffonné la première version de Flubillet. Je le gardais en souvenir de nos débuts, même si ces pages jaunies semblaient désormais appartenir à une autre vie. Un coup à la porte interrompit mes pensées. C'était Rachel, notre nouvelle directrice du développement commercial, recrutée chez Google il y a 6 mois. La chaîne de théâtre Lumière est dans le coup, annonça-t-elle. Ça nous couvre dans toutes les grandes villes de l'Hexagone. Formidable, dis-je, tentant d'afficher de l'enthousiasme. Et l'expansion vers l'ouest ? Dans les tuyaux pour le prochain trimestre. Mais ce n'est pas la raison de ma venue. Elle referma la porte derrière elle. Les offres de rachat deviennent sérieuses, Michel. Oracle vient d'arriver à 2,6 milliards d'euros. Ce chiffre aurait dû me faire tourner la tête, mais au lieu de cela, je ressentis un étrange vide. Qu'est-ce que David en pense ? Il laisse la décision entre tes mains. Tu as construit cette affaire, tu décides de son avenir. Ce soir-là, je pris la route en direction de l'étang de Rambouillet. Un lieu que je visitais parfois pour clarifier mes idées, m'inspirant une sorte de taureau à la recherche d'une simplicité apaisante au cœur du chaos du succès. Les reflets des feuilles d'automne sur l'eau calme m'accompagnèrent tandis que je m'asseyais sur un banc, tentant de démêler mes sentiments contradictoires. Un message de mon père parvint sur mon téléphone. « Fier de toi, fiston. » Maman aurait été fière aussi. Mon père avait été notre premier investisseur, misant 50 000 € de ses économies de retraite alors que personne ne voulait prendre de risques. Il avait bâti sa propre entreprise de construction à Rouen, inculquant à ma sœur Elisabeth et à moi la valeur du travail acharné et de la persévérance. Aujourd'hui, il voyait son investissement fructifier au-delà de tout ce que l'on aurait pu espérer. En partie, je faisais tout cela pour lui, pour prouver que sa confiance en moi n'avait jamais été mal placée. Le lendemain matin, j'organisai une réunion générale. Devant l'équipe réunie, dont plusieurs membres m'étaient désormais presque étrangers, j'annonçai que nous resterions indépendants. Aucune acquisition, si lucrative soit-elle, ne serait envisagée. Et nous ne faisons que commencer, leur dis-je. Et nous avons bâti cela parce que nous avons vu un problème à résoudre, pas pour encaisser dès la première opportunité. Il y a encore tant à faire. Cette décision insuffla une nouvelle énergie à l'entreprise. L'innovation s'accéléra, nous diversifiant au-delà de la simple vente de billets pour inclure l'organisation d'événements, la gestion d'artistes et l'exploitation de salles. Flubillet devenait un écosystème reliant tous les aspects du spectacle vivant. À la fin de notre 2e année, nous comptions des clients dans 12 pays et des bureaux à Paris, Londres et Tokyo. L'argent n'était presque plus qu'un sous-produit, le fruit de la création de quelque chose de véritablement utile plutôt qu'un objectif en soi. Ma fortune personnelle, sur le papier, avait atteint des proportions absurdes. J'avais acheté un immeuble haussmannien dans le Marais, plus par obligation que par désir, mais je continuais à vivre tel le codeur bourru qui avait sauvé l'entreprise. Mon seul vrai caprice était une Porsche 911 vintage que je conduisais lors d'escapades le week-end vers la Normandie ou la Bourgogne lorsque la pression devenait insupportable. Tu devrais profiter davantage, me répétait Sarah lors de nos dîners mensuels. Elle était devenue notre directrice financière, gérant avec brio notre croissance explosive. Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire, Michel. Prends un moment pour respirer. Mais m'arrêter me semblait impossible. L'industrie évoluait trop vite, et les concurrents ne cessaient d'essayer de copier notre succès. Mon rôle s'était transformé de développeur opérationnel en leader visionnaire, une transition qui ne m'enthousiasmait pas toujours. Les nuits passées à coder, où chaque problème avait une solution claire et le succès se mesurait à la fonctionnalité, me manquaient terriblement. Le 3e anniversaire du lancement de Flubillet, David organisa une célébration surprise au Parc des Princes. Il avait privatisé le stade pour la soirée,
aménagé des stands de nourriture dans les gradins et fait venir 3 groupes qui avaient vu leur public exploser grâce à notre plateforme. C'était extravagant et parfait, la matérialisation de tout le chemin parcouru. Les discours, scandait la foule lorsque l'on m'appela sur une estrade improvisée près de la zone réservée aux joueurs. En regardant les centaines de visages employés, clients, investisseurs, familles, je ressentis une vague d'émotion qui fit tomber ma réserve habituelle. Il y a 3 ans, je fixais des tableaux Excel, me demandant comment assurer la survie de l'entreprise un mois de plus, comment sais-je. Aujourd'hui, je me tiens au Parc des Princes, entouré de l'équipe la plus talentueuse que j'aurais pu imaginer, célébrant ce que nous avons construit ensemble. Je levai mon verre en direction de David. À l'homme qui a parié sur une idée désespérée. Puis à mon père, assis au premier rang. Au premier qui a cru en moi, bien avant même que Flubillet ne devienne une idée. Et enfin, à l'Assemblée. Et à vous tous qui avez transformé un ultime pari en un mouvement qui change la façon dont le public vit les événements en direct. Les applaudissements furent assourdissants, résonnant dans le stade déserté. Pendant cet instant, je me permis de ressentir pleinement le poids de notre réussite. Nous n'avions pas seulement sauvé une entreprise en perdition, nous avions transformé un secteur entier. Au fur et à mesure que la fête se prolongeait dans la nuit, mon père me tira à part. L'anniversaire d'Elisabeth est le week-end prochain, me rappela-t-il. Nous organisons un petit rassemblement à la maison. Tu seras là, n'est-ce pas? Bien sûr, promis-je, après avoir manqué les 2 dernières réunions familiales à cause de mes déplacements professionnels. Rien ne pourra m'en empêcher. Je ne me doutais pas que ce rassemblement familial informel deviendrait la scène d'une révélation qui ébranlerait les fondations de tout ce que j'avais bâti. Un rappel que parfois, les plus grandes menaces ne viennent pas de concurrents, mais de ceux qui nous sont les plus proches. Ce samedi après-midi, le trajet vers Rouen prit plus de temps que d'habitude, la circulation sur l'autoroute étant ralentie par des travaux, me laissant amplement le temps de méditer sur le cadeau soigneusement emballé posé sur le siège passager, un exemplaire de première édition de « Orgueil et préjugés », qui avait coûté plus cher que ma première voiture. Étant passionnée par Jane Austen, ma sœur Elisabeth méritait que son anniversaire soit spécial désormais que je pouvais me permettre de telles extravagances. Ma sœur et moi avions toujours été proches malgré un écart de 5 ans. Tandis que je m'enfonçais dans l'univers des ordinateurs et du codage, Elisabeth étudiait la littérature à l'université d'Aix-en-Provence, devenant finalement professeure d'anglais dans un petit établissement d'enseignement supérieur. Elle avait toujours été l'intellectuelle de la famille, capable de citer Shakespeare lors des dîners et d'évoquer les grands romanciers russes avec la même aisance que la météo. J'admirais son éclat, tout comme elle respectait mes compétences techniques, même si elle ne les comprenait pas entièrement. La maison coloniale modeste de nos parents avait toujours conservé son charme bien entretenu mais discrète, avec la pelouse impeccable de mon père et le jardin de vivaces de ma défunte mère qui continuait de fleurir jusqu'à la fin de l'été. Maman était décédée d'un cancer il y a 6 ans, mais papa avait gardé tout tel qu'elle l'avait laissé. Je me garantis derrière la Subaru pratique d'Elisabeth et pris le cadeau, éprouvant une nervosité inexplicable. « Michel !» s'exclama Elisabeth en m'ouvrant la porte, me serrant fort dans ses bras. À 36 ans, elle conservait encore la même joie contagieuse de son enfance. « Je ne pensais pas que tu viendrais. On dit que tu es censé être à San Francisco, non ? » J'ai réorganisé mon planning, répondis-je en lui rendant son accolade. Je ne manquerai jamais l'anniversaire de ma grande sœur. À l'intérieur, la maison grouillait de visages familiers des amis d'université d'Elisabeth, quelques tantes et oncles, des voisins qui nous avaient vus grandir. Mon père, Robert Martin, dominait le salon, racontant une de ses histoires de chantier à un auditoire attentif. À 68 ans, il demeurait droit et fort, ses mains calleuses témoignaient de décennies de travail malgré sa semi-retraite. « Le voilà !» s'exclama papa en me voyant. « Le prodige de la tech nous honore de sa présence. » Je grimaçai face à ce titre, mais acceptai son étreinte chaleureuse. Mon père avait toujours été fier de moi, mais depuis le succès de Flubillet, une pointe d'admiration mêlée de crainte s'était installée dans sa fierté. Je préférais n'être que son fils, et non un phénomène des affaires. La soirée suivit son cours dans la cadence rassurante des retrouvailles familiales mais, boissons, histoire et rire. Tante Marge apporta sa fameuse salade de pommes de terre,
et l'oncle Jim, déjà bien entamé avec 3 verres, narravait des anecdotes de pêche toujours plus invraisemblables. C'était d'un normal réconfortant, une parenthèse bienvenue entre réunion du conseil et appel d'investisseurs. Lorsque vint l'heure des cadeaux, Elisabeth s'installa au centre du salon, recevant avec grâce chaque présent une écharpe tricotée main, un assortiment de thés artisanaux, une escapade spa offerte par ses anciennes colocataires universitaires. Lorsqu'elle ouvrit mon cadeau, ses yeux s'écarquillèrent. « Et Michel, c'est... » fit-elle en passant ses doigts sur la reliure en cuir, incrédule. « Ça doit coûter. » « Profite simplement, interrompis-je avec un sourire. « Tu le mérites. » Elle me serra fort dans ses bras et murmura, « Tu es le meilleur frère qu'on puisse espérer. » Un flot de chaleur m'envahit à l'écoute de ces mots, un rappel de ce qui importait vraiment au-delà de la réussite entrepreneuriale. Mais le moment fut de courte durée. « J'ai gardé mon cadeau pour la fin », annonça papa en se levant de son fauteuil, une enveloppe à la main. Le salon se tut, chacun s'attendant peut-être à un chèque ou une carte cadeau, les habituels présents pratiques de papa. Il tendit l'enveloppe à Elisabeth, le visage empreint d'une solennité inhabituelle. « Joyeux anniversaire, ma chérie. » Elisabeth l'ouvrit prudemment, en retirant ce qui ressemblait à des documents juridiques. Elle fronça les sourcils en lisant, puis porta la main à sa bouche. « Papa, ce n'est pas possible. »« C'est exactement comme ça, » affirma-t-il d'une voix ferme. « Martin et Dupont Digital t'appartient désormais. J'ai transféré mes actions, la totalité des 51% de la participation majoritaire sur ton nom, avec effet immédiat. » Le monde se mit à tourner. Les paroles de mon père résonnaient au loin. 51%. Une participation majoritaire. Je n'avais même jamais imaginé qu'il détenait une telle part de l'entreprise. Lorsqu'il investit ses 50 000 €, je lui avais attribué des actions, bien sûr, mais avec l'arrivée d'autres investisseurs, sa part aurait dû être diluée. Par d'étranges manœuvres dont je n'avais pas connaissance, il avait conservé le contrôle majoritaire. Et maintenant, il l'avait cédé à Elisabeth. Elisabeth avait l'air aussi stupéfaite que moi. « Mais je ne sais rien de la gestion d'une entreprise tech, » protesta-t-elle, échangeant un regard entre papa et moi. « Tu n'auras rien à faire, » répliqua papa. « Michel s'en chargera. Mais l'entreprise sera la tienne. » Les convives se turent, sentant la tension s'installer. Peu à peu, chacun trouva une excuse pour sortir ou se réfugier dans la cuisine, jusqu'à ce que nous ne soyons plus que tous les 3 dans le salon. « Pourquoi ?» parvins-je enfin à demander, ma voix à peine audible. « Pourquoi as-tu agi ainsi sans m'en parler ?» L'expression de papa se durcit d'un air que je n'avais jamais vu. « C'est mon entreprise à donner. »« Ton entreprise ?» Les mots me frappèrent comme une gifle. J'ai bâti Flubillet à partir de rien. J'ai sauvé l'entreprise alors qu'elle frôlait la faillite. J'ai travaillé des semaines de 80 heures pendant des années. Avec mon investissement, l'interrompit-il. Avec mes contacts pour décrocher tes premiers clients. Sur les fondations que j'ai contribué à créer. Son récit révisionniste me laissa sans voix. Certes, il avait été notre premier investisseur, et oui, il nous avait mis en relation avec quelques salles locales, mais prétendre que Flubillet était sa création était impensable. Elisabeth se leva, se plaçant entre nous. Lassés, tous les deux. Je ne veux pas que cela nous divise, dit-elle en tentant de rendre les documents à papa, qui refusa de les reprendre. C'est fait, déclara-t-il d'un ton définitif. Les papiers sont signés. Les avocats ont réglé tout cela. Alors annule-le, exigeai-je, la colère montant en moi. Appelle-les demain et fais marche arrière. Papa secoua la tête. L'entreprise a besoin de stabilité, Michel. Tu es brillant en informatique, mais tu es trop impulsif pour les décisions d'affaires. Refuser ces offres de rachat était téméraire. Tu aurais pu assurer l'avenir de la famille pour des générations. Nous réalisons près d'un demi-milliard de bénéfices par an, m'exclamai-je. De combien de sécurité de plus avons-nous besoin? Et que se passera-t-il quand la prochaine grande opportunité surgira? Quand Flubillet ne sera plus d'actualité, répliqua papa. Tu aurais dû encaisser pendant que c'était possible. Je le regardai, incrédule.
Alors c'est une punition? Parce que je ne voulais pas vendre? C'est de la protection, insista-t-il. Elisabeth apportera la stabilité et la vision à long terme dont l'entreprise a besoin. Elle ne se laissera pas emporter par la frénésie de la croissance au détriment de la sécurité. La trahison me transperça plus fort que je n'aurais pu l'imaginer. Non seulement je perdais le contrôle de ma création, mais je réalisais aussi que mon père avait si peu confiance en mon jugement. Après tout ce que nous avions accompli, il continuait à me voir comme l'enfant impulsif qui avait besoin de surveillance. Elisabeth, les yeux embués de larmes, murmura : « Je n'ai jamais demandé cela. Je ne veux pas me retrouver entre vous. » « Et tu n'en es pas la cause, la rassurai-je, bien que la colère bouillonnât en moi. « Ce n'est pas de ta faute. » Je me tournai vers mon père. C'est le fait qu'il ne me fasse pas confiance, malgré tout ce que j'ai accompli. L'expression de papa resta impassible. Il s'agit de faire ce qu'il y a de mieux pour la famille et pour l'entreprise. Un jour, tu comprendras. Comprendre, riais-je amèrement. Ce que je comprends, c'est que tu as préparé tout cela derrière mon dos, pendant que je consacrais ma vie à bâtir quelque chose d'extraordinaire. Rien de ce que je réalise ne te satisfera jamais. Je pris ma veste et me dirigeai vers la porte, ignorant les supplications d'Elisabeth de rester pour discuter. L'air frais du soir me frappa le visage, sans toutefois apaiser la tempête intérieure. Ce qui avait commencé comme une soirée familiale réconfortante s'était transformé en un cauchemar inimaginable. Alors que je m'apprêtais à ouvrir la portière, j'entendis des pas sur l'allée. Pendant un instant, j'espérais voir Elisabeth venir me dire qu'elle refusait les actions, que nous réglerions cela ensemble. Mais en me retournant, je découvris mon père, le visage impassible dans l'éclat de la lumière du porche, l'expression résolue qui, depuis mon enfance, annonçait qu'il n'était pas question de changer d'avis. « Michel, attends » appela-t-il, sa voix résonnant sur l'allée. La fête d'anniversaire se mua en un murmure lointain alors que je faisais face à lui, les clés serrées au point de me faire mal à la paume. « Je pense que nous avons dit tout ce qu'il fallait » répliquai-je, luttant pour garder une voix stable. La brise fraîche de septembre portait le parfum des roses de maman, rappel brutal d'un temps plus heureux en ce même lieu. Papa s'avança, partiellement plongé dans l'ombre du porche. « Tu réagis de manière excessive. Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une décision d'affaires. » « Pas personnelle, ris-je, le ton creux. Tu viens de céder mon œuvre de toute une vie à quelqu'un qui n'a jamais écrit une seule ligne de code ni assisté à une réunion d'investisseurs. Comment cela n'est-il pas personnel ? L'entreprise ne se résume pas au code, rétorqua-t-il, croisant les bras avec cette obstination que j'avais connue toute ma vie. Il s'agit de stabilité, de pérennité, de faire des choix responsables. Et moi, je ne l'ai pas fait, ma voix monta malgré mes efforts. On prévoit un chiffre d'affaires d'1 milliard l'année prochaine. J'ai créé des centaines d'emplois. Nous transformons tout un secteur. Papa secoua la tête avec dédain. Tu as eu de la chance avec une bonne idée. Mais la chance finit par se tarir, fiston. Ta sœur possède la tête froide nécessaire sur le long terme. Ces mots me frappèrent comme des coups. De la chance. Comme si toutes ces nuits blanches, cette détermination à résoudre l'impossible, n'était que de fortuites coïncidences. De la chance, répétai-je en m'avançant. J'ai reconstruit cette entreprise de zéro pendant que tu la laissais sombrer. J'ai créé le logiciel qui l'a sauvée. J'ai constitué l'équipe qui l'a fait prospérer. Avec mon argent, intervint-il, désignant du doigt. Avec ma réputation en jeu. Tu sembles oublier cet aspect. Tes 50 000 euros ? Voilà de quoi tu parles, dis-je en écartant les bras. Très bien, je te ferai un chèque immédiatement. Je te rembourserai 100 fois si nécessaire. L'expression de papa se modifia, ses yeux se plissant alors qu'il fouillait dans sa poche. Pendant un instant, je crus qu'il allait sortir son téléphone pour annuler tout cela. Au lieu de cela, il ouvrit délibérément son portefeuille et en sortit un billet de 100 € impeccable. « Tiens, dit-il en me tendant le billet. Voici ta vraie valeur, ne t'enflamme pas, je fixai l'argent, incapable de comprendre ce qui se passait. La cruauté désinvolte de ce geste m'étourdit plus que tous les éclats de voix réunis.
Qu'est-ce que c'est censé signifier, demandai-je, sans tendre la main vers le billet. Cela signifie que tu restes le même gamin arrogant qui pense tout savoir, répliqua-t-il, la voix étrangement calme. Celui qui a abandonné l'école polytechnique parce qu'il se croyait plus malin que ses professeurs. Celui qui passe d'un projet à l'autre sans jamais finir quoi que ce soit. Celui qui a failli faire couler l'entreprise que j'ai mis 20 ans à bâtir avant que tu ne trouves une bonne idée. Chaque accusation retentissait comme un coup de poing. Je n'avais pas quitté l'école polytechnique, j'avais pris un congé pour aider l'entreprise familiale en difficulté. Et je n'avais jamais failli la faire couler, j'avais repris une entreprise déjà en état de mort imminente. Tu crois vraiment cela, n'est-ce pas, dis-je doucement. C'est ainsi que tu interprètes tout ce que j'ai accompli. Je vois quelqu'un à qui les opportunités sont tombées dessus et qui se prend pour l'artisan de son succès, répondit-il, toujours tenant le billet de 100 €. Quelqu'un qui a besoin de se rappeler d'où il vient. Je lui arrachai le billet, non par désir, mais parce que je ne pouvais supporter de le voir brandir cet étrange tribut. Je sais très bien d'où je viens, dis-je, la voix tremblante. Je viens d'une famille où rien n'est jamais assez bien. Où tu ne déplaçais jamais les poteaux. L'expression de papa se ferma. Tu veux parler de Constance ? Parlons de toutes les fois où tu as échoué avant Flubillet. L'application de jeu qui n'a mené nulle part. Le réseau social que personne n'utilisait. Le service de livraison qui a tenu 3 mois. Ce n'étaient pas des échecs, rétorquai-je. C'étaient des tremplins. Chacun m'a appris quelque chose qui a fini par rendre Flubillet possible. Et qui a payé pour ces tremplins, exigea-t-il. Qui t'a gardé un toit sur la tête pendant que tu te cherchais ? Qui t'a présenté à David Dupont dès le départ ? La mention du nom de David, un ami de la famille qui m'avait effectivement offert mon premier poste, ralluma ma fureur. Alors c'est ça ? Je te dois toute ma carrière, et donc tu décides de mon avenir ? Je sécurise ton avenir, insista papa. Tu crois qu'Elisabeth ne prendra pas soin de toi ? Elle saura écouter tes idées, mettre en œuvre les bonnes. Mais elle ne jouera pas à tout miser sur un coup de tête. Je baissai les yeux, tenant le billet de 100 €, puis relevai le regard vers mon père. À cet instant, je compris qu'un fossé irréparable s'était creusé entre nous. Tu sais combien cela vaut, dis-je en brandissant le billet. Rien. Tout comme ta vision de ma valeur. Je déchirai le billet en 2, puis en 4, laissant les morceaux tomber entre nous. Ce geste puéril portait pourtant toute sa symbolique, une représentation visuelle de ce qu'il avait fait de notre relation. Le visage de papa s'enflamma de colère. L'espèce d'ingrat. Ne le fais pas, l'interrompis-je. Ne dis rien que tu ne puisses reprendre. Du perron, j'entendis Elisabeth appeler, qu'est-ce qui se passe ? Papa ? Michel ? Elle apparut en haut de l'allée, le visage empreint d'inquiétude, la fête d'anniversaire la plaçant malgré elle au cœur d'un conflit de pouvoir que personne n'avait voulu. Demande-lui, dis-je en pointant mon père. Demande-lui pourquoi il pense que tu feras une meilleure PDG que moi, malgré ton inexpérience totale dans ce secteur. Demande-lui pourquoi il a organisé tout cela dans mon dos. Elisabeth s'interposa, main levée dans un geste apaisant. Ça ne se discute pas ce soir. Nous sommes tous trop en colère. Il faut qu'on se calme pour en parler rationnellement. Il n'y a rien à discuter, déclara fermement papa. Les papiers sont signés. La décision est prise. Je regardai ma sœur, voyant dans ses yeux la détresse sincère. Ce n'était pas de sa faute, et pourtant elle se trouvait au cœur de cette tourmente, tout comme moi. Je ne t'en veux pas, lui dis-je doucement. Mais je ne peux pas rester ici maintenant. Je quittai la maison, ignorant la voix de papa qui me rappelait. Le moteur gronda, et je m'éloignai de la maison qui avait jadis symbolisé la sécurité et le soutien, mais qui était désormais le théâtre de la trahison ultime. Sur la route, alors que je longeais les rues calmes de Rouen en direction de l'autoroute menant à Paris, mon esprit fourmillait de questions et de plans inachevés. Que dirai-je à l'équipe lundi ? Comment cela affectera-t-il le lancement de notre prochain produit ? Elisabeth tentera-t-elle vraiment d'imposer ses décisions ? Et, au fond, une question plus douloureuse se posait. Papa m'a-t-il toujours vu ainsi, ou ce dédain s'est-il développé avec mon succès ? Les lumières de Paris apparurent à l'horizon,
la silhouette de la ville se découpant contre le ciel nocturne. Quelque part dans ces immeubles se trouvait le bureau auquel j'avais consacré mon âme, l'endroit où j'avais créé quelque chose de significatif à partir de rien. Mais pour la première fois depuis notre percée, cette vision ne m'emplit pas de fierté, seulement d'un vide incertain quant à l'avenir de mes réalisations une fois la poussière retombée. Je ne rentrais pas chez moi ce soir-là. Mon immeuble haussmannien dans le Marais, avec ses meubles choisis avec soin et ses œuvres d'art coûteuses que je ne remarquais presque plus, me semblait trop étroit pour abriter la tempête qui faisait rage en moi. Je me rendis donc au bureau, utilisant ma carte d'accès pour pénétrer dans le bâtiment silencieux. Le vigile, Hector, haussa un sourcil sans prononcer un mot, habitué à mes horaires décalés. L'open space était étrangement désert, les rangées d'écrans éteints, les tableaux blancs toujours chargés des problèmes d'hier attendant d'être résolus. Je traversai le lieu pour rejoindre mon bureau, m'y asseoir et fixer la scène, dont la surface ondulait sous les reflets des lumières de la ville. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, des appels manqués d'Elisabeth, des SMS que je n'osais lire. Au bout d'une heure, le silence revint. Soit elle avait renoncé, soit elle était couchée. Ce n'est qu'alors que je consultai les messages. Je suis désolée. Je n'avais aucune idée. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas de l'entreprise, Michel. On peut arranger ça. J'aurais voulu la croire, mais je connaissais mon père. Une fois sa décision prise, l'affaire changer d'avis revenait à déplacer une montagne à main nue. D'ailleurs, même si Elisabeth refusait les actions, le mal était fait. La confiance était brisée. Je passai la nuit entre colère et incrédulité, arpentant le bureau tout en notant ça et là mes pensées sur le vieux bloc-notes de mon tiroir. À l'aube, ma colère s'était cristallisée en une détermination froide et concentrée. Je n'allais pas laisser la trahison de mon père me définir ou anéantir ce que j'avais bâti. Au premier rayon de soleil, je pris une décision. Je me battrai pour mon entreprise, non contre ma sœur, elle n'était pas responsable, mais en innovant toujours, avec une force telle que, même si l'on détenait la majorité, il ne pourrait réussir sans moi. Le dimanche passa en un éclair. J'ignorais les appels d'Elisabeth comme ceux de mon père, me concentrant sur l'élaboration de nouvelles idées pour notre prochaine grande fonctionnalité. Je me douchai dans la salle de sport du bureau, changeai de vêtements de rechange et commandai à manger lorsque la faim finit par se manifester. Le travail avait toujours été mon refuge, et aujourd'hui plus que jamais, j'avais besoin de m'y plonger. Lundi matin arriva avec l'énergie habituelle d'une entreprise tech en pleine effervescence. Les employés affluaient, café en main, discutant de leur week-end. Nul ne savait encore que la structure de propriété avait subi un bouleversement sismique. J'avais décidé de ne pas l'annoncer immédiatement, en partie pour consulter des avocats, mais surtout parce que le prononcer à voix haute donnerait une réalité à laquelle je n'étais pas prêt à faire face. Sarah fut la première à remarquer que quelque chose clochait. Elle apparut dans l'encadrement de ma porte peu après 9 heures, s'appuyant contre le cadre et m'observant d'un regard perçant, capable de déceler mes subterfuges. « Tu as l'air épuisé », constata-t-elle. « Et d'après les contenants de plats à emporter dans ta poubelle, tu as passé tout le week-end ici. Que s'est-il passé ?» J'hésitai un instant avant de lui dire la vérité. « Mon père a transféré toutes ses actions à ma sœur, » dis-je, le mot étrange roulant sur ma langue. « Il détient désormais 51% de la participation majoritaire, apparemment. » L'expression de Sarah passa de l'inquiétude au choc. « Ce n'est pas possible. Nous avons vérifié les principaux actionnaires. La part de ton père avait été diluée à environ 8% après le dernier tour de financement. » Je secouai la tête. Il a dû acquérir des actions en douce. Peut-être par des sociétés écrans ou via des mandataires. Cela expliquait certains mouvements inhabituels repérés par notre équipe financière au cours de l'année, des fluctuations que nous avions attribuées à la normale volatilité du marché. « Mon Dieu », murmura Sarah, refermant la porte pour s'asseoir en face de moi. « Qu'est-ce que Elisabeth compte faire de ses actions ? Elle prétend ne pas les vouloir, mais papa ne lui laisse pas le choix, » répondis-je en me passant la main dans les cheveux, conscient de mon air dégarni. Il estime que je suis trop impulsif, trop focalisé sur la croissance au détriment de la stabilité. Il veut qu'Elisabeth assure une supervision adulte. Le rire de Sarah, à la fois acerbe et incrédule, me parvint comme un baume. Au moins,
Quelqu'un reconnaissait l'absurdité de la situation. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle après un moment. « Me battre » répondis-je simplement. « Pas contre Elisabeth, ce n'est pas de sa faute. Mais je ne compte pas abandonner ce que nous avons bâti. » Sarah hocha la tête, détermination remplaçant son choc initial. « Je suis avec toi. Quoi qu'il arrive, compte sur moi. » La nouvelle se répandit rapidement malgré mes tentatives de la contenir. Dans une entreprise, comme dans un petit village, les rumeurs voyagent à la vitesse de la lumière. À midi, la tension était palpable, je sentais les regards interrogateurs et entendais les chuchotements qui s'arrêtèrent dès que je passais. David Dupont se présenta à ma porte vers 2 heures, l'expression joviale d'ordinaire remplacée par l'inquiétude. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui », confirmai-je en lui indiquant de fermer la porte derrière lui. « Que as-tu entendu ?» Lassé, soupira David en s'installant dans la chaise que Sarah occupait plus tôt. « La semaine dernière, ton père est venu me voir. Il a évoqué ses inquiétudes sur la direction de l'entreprise, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il préparait quelque chose comme ça. Une nouvelle vague de trahison me submergea. Il t'en a parlé avant moi ? À propos de mon entreprise ? C'est un vieil ami, Michel. Nous nous connaissons depuis 40 ans. David sembla mal à l'aise. Je n'étais pas d'accord avec lui, pour ce que ça vaut. Je lui ai dit que tu faisais un travail exceptionnel, que le conseil était ravi de ton leadership. Mais il ne t'a pas écouté, concluai-je amèrement. Robert Martin a toujours été inébranlable, déclara David avec diplomatie. Une fois qu'il se fixe une idée, rien ne peut le détourner. Je connaissais David depuis toujours, lui et mon père avaient joué au basket à l'université, étaient restés amis à travers mariage, enfants et carrière. En bien des points, il avait été pour moi un second père, celui qui avait cru en mes idées quand l'entreprise vacillait. Son information préliminaire sur les plans de mon père me semblait être une nouvelle trahison. « Et maintenant ?» demanda David. « Resteras-tu CTO si Elisabeth devient PDG ?» La question me coupa le souffle. Je n'avais même pas envisagé la possibilité d'être relégué à un rôle purement technique dans ma propre entreprise, pendant que quelqu'un d'autre prendrait les décisions stratégiques. Je ne sais pas, avouai-je. Je n'y ai pas encore réfléchi. Vers la fin de l'après-midi, je ne pouvais plus ignorer le malaise ambiant. J'appelai une réunion générale dans notre plus grande salle de conférence, où plus de 200 employés se pressaient, la plupart debout le long des murs ou assis par terre. L'énergie nerveuse était omniprésente. « Je suis sûr que vous avez tous entendu des rumeurs aujourd'hui », débutai-je d'une voix plus assurée qu'en réalité. Je veux y répondre directement. Ce week-end, la majorité des actions de Martin et Dupont Digital a été transférée à ma sœur, Elisabeth Martin. Les murmures qui s'élevèrent confirmèrent ce que je redoutais, la nouvelle circulait déjà, mais l'entendre officiellement avait une résonance différente. Ce transfert n'était pas planifié, poursuivis-je, et il m'a pris de court. Je vous assure que nos opérations quotidiennes ne seront pas perturbées. Nous avons des produits à livrer, des clients à satisfaire et de l'innovation à apporter. Je vis Thomas et Alice au premier rang, leurs regards mêlant inquiétude et solidarité. Ce sont eux qui avaient combattu à mes côtés pour transformer Flubillet d'un pari désespéré en leader du secteur. Je n'ai pas toutes les réponses quant à l'avenir de notre structure de direction, concédai-je. Mais je vous promets ceci, je ne m'en vais pas. La vision sur laquelle nous nous sommes engagés reste intacte. Notre travail a toujours son importance. Après la réunion, je me retirai dans mon bureau, émotionnellement vidé. La façade de bravoure que j'avais affichée devant l'équipe s'était évaporée, me laissant face aux questions que j'évitais depuis samedi soir. Que deviendrait cette entreprise sans moi aux commandes ? Qui serais-je sans elle ? Avais-je vraiment eu le contrôle, alors que le véritable pouvoir avait toujours été entre les mains de mon père ? Au fur et à mesure que la nuit s'installait sur Paris, je restais seul avec ces interrogations, sans trouver de réponse dans l'allée de mon père. Les morceaux déchirés de ce billet de 100 € me hantèrent, rappelant que, pour lui, ma véritable valeur n'était pas liée à l'empire que j'avais bâti ou à l'innovation que j'avais engendrée. C'était une prise de conscience douloureuse qui menaçait de démanteler chaque récit que j'avais construit autour de mon succès. Demain apporterait son lot de défis, de nouveaux combats à mener.
Mais ce soir, dans le silence d'un bureau vide, entouré des vestiges de mes réussites, je me laissais envahir par la douleur de la trahison et l'incertitude qui venaient bouleverser mon monde soigneusement organisé. L'aube se leva sur la scène, peignant le ciel de nuances pastel de rose et d'or. Je regardais ce spectacle depuis le petit canapé de mon bureau, m'étant assoupi aux alentours de 3 heures du matin après d'innombrables heures passées à examiner des documents juridiques. Mon dos protestait en se redressant, me rappelant que je n'avais plus 22 ans et que coder pendant 48 heures d'affilée n'était plus possible sans conséquence. Le bureau s'anima autour de 7h30. J'entendis le bruit familier de la machine à café, le doux cliquetis de l'ascenseur et le murmure croissant des arrivées. Habituellement, ces sons m'inspiraient la bande sonore de la création et de la possibilité. Aujourd'hui, ils résonnaient comme le prélude d'une armée approchant. Je pris une douche dans les toilettes réservées aux cadres, m'habillai avec les vêtements neufs qui m'avaient été livrés et tentai de paraître moins abattu. Le miroir ne renvoyait qu'une image partielle de mon succès présentable certes, mais marqué par la fatigue et les ombres persistantes sous les yeux. À exactement 8h45, mon téléphone sonna. Le nom d'Elisabeth s'afficha à l'écran. Hésitant, je décrochai. « Je viens au bureau aujourd'hui », déclara-t-elle sans détour. Papa insiste. Je lui ai expliqué que je ne savais rien de la gestion d'une entreprise tech, mais il ne veut rien entendre. Sa voix portait le même mélange de frustration et de résignation que je ressentais. Elisabeth avait toujours été la pacificatrice de la famille, celle capable d'apaiser les conflits avec des mots choisis avec soin. Mais cette situation dépassait même ses compétences. « Quand seras-tu là ?» demandai-je, allant droit au but. « Vers 10h. » Papa voulait venir aussi, mais je l'en ai dissuadé, ce qui aurait empiré la situation. Elle marqua une pause. « Sache que je suis de ton côté, Michel. » Je n'ai jamais demandé cela et je ne le veux pas, je sais, répondis-je sincèrement. Elisabeth n'était pas la méchante ici, elle était autant une pionne dans le jeu de papa que moi. Nous trouverons une solution. Après avoir raccroché, je convoquai Sarah, Thomas et Alice dans mon bureau. Ils arrivèrent en quelques minutes, le visage empreint d'inquiétude. Elisabeth arrive à 10h, leur annonçai-je. Elle est désormais l'actionnaire majoritaire. Quel est le plan ? Demanda Thomas en se penchant en avant. Sa loyauté, inébranlable depuis les débuts de Flux Billets, se lisait dans la détermination de sa mâchoire. Nous l'accueillons. Nous lui montrons exactement ce que nous faisons et pourquoi c'est important, déclarai-je en balayant du regard chacun d'eux. Ce n'est pas la faute d'Elisabeth. Elle n'a pas choisi cette situation, tout comme nous ne l'avons pas choisie. Et si elle commence à changer les choses, s'enquit Alice, toujours la plus pragmatique. Et si papa l'utilise comme un outil pour imposer ses idées ? C'était la question qui m'obsédait depuis la nuit. Juridiquement, détenant la majorité, Elisabeth pouvait tout changer, remplacer des cadres, réorienter notre stratégie, voire vendre l'entreprise contre ma volonté. Mais je connaissais ma sœur. Elle ne se lancerait pas dans de tels coups de force, du moins pas immédiatement. Elle voudrait d'abord comprendre. Nous verrons en temps voulu, dis-je. Pour l'instant, concentrons-nous sur lui montrer pourquoi ce que nous avons bâti mérite d'être préservé. L'heure suivante fut une course contre la montre. Je rassemblais indicateurs clés, feuilles de route produits et témoignages clients. Sarah confectionna des projections financières démontrant notre trajectoire de croissance. Thomas et Alice préparèrent des démonstrations de nos innovations récentes. Si Elisabeth voulait comprendre l'entreprise, nous lui offririons le tableau complet. À 10h02 précise, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Elisabeth monta. Elle avait l'air décalée dans cet univers technologique vêtue d'un blazer bleu marine sobre sur une blouse simple, serrant un porte-documents en cuir tel une armure. Dès qu'elle croisa mon regard, un sentiment de soulagement illumina son visage, heureux de retrouver un repère familier dans ce monde inconnu. « Bienvenue chez Martin et Dupont Digital », dis-je en m'avançant pour la saluer. Les employés alentour observaient avec une curiosité non dissimulée tandis que je l'escortais vers mon bureau. Une fois seule, la façade professionnelle d'Elisabeth s'effondra. « C'est insensé », murmura-t-elle en s'asseyant. « J'enseigne la littérature britannique du XIXe siècle. Que suis-je censé faire d'une entreprise technologique ?
Apprends, lui suggérai-je en m'asseyant en face d'elle. C'est ce que j'ai fait. Personne ne n'est sachant diriger une telle entreprise. Elle me lança un regard sceptique. Il y a une différence entre apprendre et être propulsé du jour au lendemain dans la gestion d'une boîte. Papa se trompe s'il pense que tout ira bien. Pourquoi es-tu venue alors, demandai-je. Tu aurais pu refuser. Elle soupira, réarrangeant distraitement les objets sur mon bureau, habitude de son enfance lorsqu'elle était nerveuse. Tu connais papa. Il est convaincu que c'est ce que maman aurait voulu. Que l'entreprise doit rester dans la famille et être gérée de façon responsable. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais la seule capable d'empêcher que tu prennes des risques inconsidérés. La mention de maman me fit une pause. Elle nous avait quittés depuis 6 ans, mais son influence continuait de modeler notre dynamique familiale, incarnant la prudence face aux ambitions de papa et aux innovations de ma part. Aurait-elle approuvé cette décision ? Avant que je ne puisse approfondir, Sarah frappa et entra, suivie de Thomas et Alice. Je les présentai à Elisabeth, observant comment elle revêtait peu à peu la façade polie et curieuse qu'elle adoptait en rencontrant de nouvelles personnes. Nous pensions qu'un condensé de notre activité te serait utile, expliqua Sarah en installant son ordinateur portable. Au-delà de la simple description « vente de billets ». Pendant 2 heures, nous immergions Elisabeth dans notre univers. Thomas démontra comment notre plateforme avait révolutionné l'expérience utilisateur. Alice lui montra les visualisations de données aidant les salles à optimiser la tarification et l'occupation. Sarah lui présenta les modèles financiers qui avaient suscité l'enthousiasme des investisseurs. Elisabeth posait des questions pertinentes, prenait des notes minutieuses et se détendait peu à peu au fil de la matinée. À l'heure du déjeuner, elle se penchait en avant, manifestement captivée par la complexité de notre écosystème. « C'est remarquable », admit-elle en dégustant un sandwich livré d'un petit traiteur en bas de l'immeuble. « Je n'imaginais pas que c'était si sophistiqué. » Papa te fait croire que tu as eu simplement de la chance avec une bonne idée. C'est en partie vrai, reconnus-je. Mais les idées ne coûtent rien. L'exécution est primordiale. Nous avons réussi parce que nous avons résolu de véritables problèmes pour de vraies personnes, et nous avons continué à innover sans jamais nous reposer sur nos lauriers. Elisabeth grignota son sandwich, l'air pensif. Et maintenant, que se passe-t-il ? Juridiquement, je détiens la majorité, mais je ne peux pas diriger cet endroit. Je n'en ai aucune envie. Tu pourrais me céder les actions, suggérai-je, une lueur d'espoir dans la voix. Elle secoua la tête. Papa trouvera toujours un moyen. Il est persuadé que c'est la bonne décision. Il a même fait rédiger par son avocat des documents m'empêchant de te transférer les actions pendant au moins 5 ans. Bien sûr qu'il le ferait. Papa n'avait jamais fait les choses à moitié. S'il voulait s'assurer que je ne reprenne jamais le contrôle, il fermait toutes les issues. Alors faisons un compromis, proposai-je après un moment. Tu conserves les actions, mais nous établissons des limites claires. Je gère le quotidien. Pour les décisions majeures acquisition, réorientation stratégique, levée de fonds nous en discuterons ensemble. Un partenariat, réfléchit Elisabeth. Tu penses vraiment que cela peut marcher ? Nous n'avons jamais travaillé côte à côte auparavant. Nous n'avons jamais eu besoin, répliquai-je. Mais nous avons toujours su résoudre nos différends par le dialogue. C'est plus que ce que la plupart des partenaires d'affaires peuvent dire. L'après-midi fut rythmé par des réunions avec les responsables de département, offrant à Elisabeth une vision plus large du fonctionnement de l'entreprise. Elle aborda chaque entretien avec un intérêt sincère, séduisant même les cadres les plus sceptiques par ses questions réfléchies et son humilité. À 5 heures, alors que la plupart des employés rentraient chez eux, Elisabeth et moi nous retrouvâmes à nouveau dans mon bureau, tous deux épuisés par l'intensité émotionnelle et intellectuelle de la journée. « Je devrais appeler papa », dit-elle en vérifiant son téléphone. Il a envoyé 8 messages pour demander des nouvelles. « Qu'est-ce que tu vas lui répondre ?» demandai-je, tentant de masquer la tension dans ma voix. Après un instant de réflexion, Elisabeth répondit, « La vérité. Que c'est une entreprise incroyable, pleine de gens brillants. Que tu as bâti quelque chose de remarquable qui mérite d'être préservé, et non démantelé ou remis en question. » Elle me regarda intensément.
Et que si papa veut m'impliquer, ce sera en tant que partenaire, pas en tant que remplaçante. Ces paroles allégèrent quelque peu la tension qui me nouait la gorge. Elisabeth avait toujours eu le don de transcender le drame pour trouver des solutions pragmatiques. Peut-être que cet arrangement, imposé par la force des choses, pourrait réellement fonctionner. Il ne l'acceptera pas, l'a mis en garde je. Il dira que tu es sous mon influence, que tu ne comprends rien au monde des affaires. Qu'il en soit ainsi, répliqua TL avec une fermeté inattendue. J'ai 36 ans. J'ai une titularisation dans une grande université. Je ne suis pas une marionnette que l'on peut manipuler, et il est temps qu'ils le comprennent. Nous restâmes quelques minutes en silence, chacun méditant sur les discussions difficiles qui nous attendaient. Dehors, Paris se métamorphosait au crépuscule, les lumières des bureaux s'allumant dans le ciel. « Tu te souviens de la phrase préférée de maman ?» demanda soudain Elisabeth. « La famille est le seul navire qui ne coule jamais. » Je hochai la tête, une pointe de tristesse mêlée à une douce nostalgie m'envahissant. Maman répétait ces mots chaque fois que papa et moi nous affrontions, ce qui arrivait bien trop souvent durant mon adolescence. J'ai toujours trouvé cela un peu simpliste, poursuivit-elle. Certains navires familiaux coulent assurément. Mais peut-être voulait-elle dire que nous devons choisir de les maintenir à flot, même quand les tempêtes se déchaînent. Est-ce ce que nous faisons maintenant, demandai-je. Garder le navire à flot ? J'espère bien, répondit-elle en se levant, ramassant ses affaires. Ce ne sera pas facile. Papa ne recule jamais sans se battre. L'entreprise devra affronter des défis imprévus. Mais si nous sommes unis. Nous le sommes, assurai-je en la conduisant vers l'ascenseur. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Dès que les portes se fermèrent derrière elle, je retournai à mon bureau, à la fois épuisé et étrangement revigoré. La trahison restait douloureuse, et le billet de 100 € symbolisait toujours tout ce qui clochait dans la vision de mon père de ma valeur. Mais un chemin se dessinait désormais incertain et ardu, mais un chemin tout de même. Je lançai un email à l'ensemble de l'entreprise. Il était temps de cesser de réagir pour mieux reconstruire, de transformer cette crise en opportunité. Les mots s'enchaînèrent, portés par une détermination renouvelée. Équipe, aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre pour Martin et Dupont Digital. Ma sœur, Elisabeth Martin, devient actionnaire majoritaire. Bien que cette transition soit inattendue, elle ouvre de nouvelles perspectives et opportunités de croissance. Dès à présent, Elisabeth et moi travaillerons en partenariat pour orienter la stratégie de l'entreprise. Les opérations quotidiennes resteront sous ma direction, sans interruption de nos projets en cours. Ce changement ne modifie en rien notre mission ni notre engagement envers l'innovation. Au contraire, il renforce nos fondations en apportant une vision diversifiée à notre équipe dirigeante. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et enthousiaste quant à notre avenir. Ma porte reste toujours ouverte pour toute question ou inquiétude. En avant, Michel Martin, j'appuyai sur « Envoyer », puis m'allongeai dans ma chaise en observant les lumières de la ville scintiller dans le ciel sombre. Demain apporterait son lot de nouveaux défis, des conversations avec les investisseurs, des négociations avec mon père, des ajustements dans notre structure, mais pour la première fois depuis la fête d'anniversaire d'Elisabeth, le poids sur mes épaules sembla s'alléger légèrement. L'entreprise que j'avais sauvée, l'innovation que j'avais créée, l'équipe que j'avais constituée, tout cela restait mien dans l'essence même. Aucun transfert de documents, aucune trahison, aucun geste méprisant ne pouvait changer cette vérité fondamentale.